Antoine Gallimard, je vous prie de vous installer ici. Et Santiago de la Mora, mettez-vous donc en face, ce sera bien plus commode. Alain Cook, si vous voulez bien vous mettre en face, comme ça je vous aurai face à moi, parce que je vous demanderai également d'intervenir si vous en êtes d'accord. Moi j'aimerais un petit peu rebondir. Patrick Béard est resté par là, il a disparu de mon champ de vision. Il est là, très bien. Ayez un micro à portée de main également, parce qu'on vous sollicitera. Moi, j'aimerais un petit peu revenir effectivement sur quelques éléments clés de cette étude et avoir votre réaction. 20%, alors bon, bien sûr, c'est une prophétie, mais enfin, elle est quand même assez universellement partagée. 20% du marché du livre numérique en 2015. Moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que ça inspire à l'éditeur que vous êtes, Antoine Gallimard, avec quand même à l'intérieur une assez bonne nouvelle qui est qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même 42% des personnes interrogées qui possèdent une tablette qui déclarent acheter davantage de livres et lire donc davantage. Qu'est-ce que ça vous inspire, Antoine Gallimard? Écoutez, pardon, hop, un micro, je vous en prie. En voyant l'étude tout à l'heure, et j'ai pensé qu'à un moment c'était voilà, une mort annoncée de l'éditeur, mais je vois que finalement l'éditeur garde un rôle central, donc voilà, je suis rassuré. Je pense que il est toujours difficile, c'est vrai que nul n'est prophète en son pays, mais voilà, je pense que tous les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, n'est-ce pas? Je voudrais simplement rappeler juste avant quelques vérités cachées sous ces feuilles d'automne. D'une part, l'activité édition est la première activité culturelle en France, qui fait autour de 5 milliards d'euros. Et que par ailleurs, le thème de ce forum étant sur est-ce que Internet et le numérique vont permettre un développement, un meilleur accès à la culture. Pardon de faire un plaidoyer pro-domo au nom de tous mes confrères, mais nous n'avons pas attendu l'arrivée du numérique pour se préoccuper de l'ouverture au grand public. Aujourd'hui, les livres au format de poche représentent environ 90 millions de livres vendus en France, ce qui est considérable, avec une offre extrêmement large. Alors, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on sait, et on l'accueille de manière tout à fait positive, l'arrivée du numérique, l'arrivée des tablettes, cette arrivée qui se fait autour du papier. Mais je veux dire, d'abord, aujourd'hui, cette activité se fait aussi grâce au papier, parce que toute l'économie actuellement vit sur le papier. Et par ailleurs, les différentes activités que représente le numérique étaient déjà en route il y a une dizaine d'années. Je veux dire, ma maison a, par exemple, environ 30 000 ouvrages en exploitation. Nous en avons déjà numérisé 20 000. Et je sais que beaucoup d'éditeurs ont fait la même chose. On a été aidés par les pouvoirs publics. On a été aidé par... Vous serez bientôt aidé par Google aussi, d'après ce que je crois comprendre. Oui. Mais enfin, je veux dire, voilà. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'on est prêt à l'accompagner. Tout notre problème, et c'était le cœur de nos débats, c'était la question de la dissolution des valeurs. Alors, dans l'étude, vous avez un micro HF encore, il est encore à bouche, sinon je vous passe un micro manuel, voilà, comme ça, ce sera aussi bien. Simplement pour une toute petite précision sur l'étude, enfin moi qui m'a un peu attiré, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore intéressés à l'expérience, à la sensualité, comme vous l'avez évoqué, du papier. Et lorsqu'on a discuté avec vous pour préparer ce débat, vous m'avez dit que c'était en fait quelque chose d'assez transgénérationnel, que finalement l'attachement du papier n'était pas, en gros, c'était pas les vieux schnocks uniquement qui étaient attachés au papier, mais également des jeunes. Vous pouvez préciser ça un petit peu ? Bien évidemment, cette étude est représentative de la population des pays qu'on a couverts. Donc ça couvre toutes les générations. On ne couvre pas les générations les plus jeunes pour des raisons évidentes qu'on ne peut pas interroger sur Internet des jeunes enfants. Mais ça veut dire que si on couvre toutes les catégories d'âge et pas seulement les plus de 45 ans ou les plus de 35 ans, mais aussi les adolescents ou les jeunes adultes de plus de 18 ans, ça donne un peu de visibilité sur cet attachement à l'expérience papier. Ce chiffre de 41% étant statistiquement assez peu différencié à la fois entre pays et entre générations. Alors malgré tout, il y a quand même, là aussi dans les chiffres que vous avez cités, il y a quand même deux facteurs que j'ai trouvé quand même intéressants dans les freins à l'adoption de l'e-books, des livres électroniques on va dire, qui sont le caractère cher, enfin la cherté des liseuses aujourd'hui, qui est évoquée par 35%, vous l'avez évoqué, et le caractère fatigant
de la lecture numérique. Est-ce que pour le coup, je veux dire, la tendance ne va pas s'accélérer de façon très forte, à savoir qu'on connaît tous la loi de Moore, qui est une loi qui veut que les prix des biens électroniques diminuent de façon exponentielle, quasiment, si on peut dire. Donc, de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui est à très court terme, qui va résoudre totalement ce problème? Et deuxièmement, sur le plan cette fois plutôt générationnel, les jeunes sont d'ores et déjà très habitués à lire sur écran. Donc on a ces deux obstacles qui vont de facto sauter, vous ne croyez pas? Absolument, c'est pour ça que j'en ai évoqué que le premier, qui me semblait le plus important. Les autres vont disparaître dans les 24 à 35 prochains mois. On va passer en dessous des barrières psychologiques d'achat, que ce soit entre 150 ou 200 dollars, euros, livres sterling. Très bien. Juste une dernière question, effectivement, parce que j'en ai discuté avec des éditeurs. En fait, d'ores et déjà, aujourd'hui, il y a un très gros écart dans la consommation de livres numériques. Peut-être vous l'avez constaté chez Gallimard, entre les différentes catégories d'ouvrages. C'est-à-dire qu'apparemment, les best-sellers sont beaucoup plus adoptés par les auteurs de tablettes que les fonds de catalogue. Antoine, c'est ce que vous avez constaté aussi? Oui, je confirme tout à fait. C'est étonnant, on pourrait penser que c'est sur l'inverse. Non, c'est plutôt les best-sellers et c'est plutôt les ouvrages aussi, des ouvrages pratiques. Des ouvrages pratiques. Oui, des ouvrages pratiques. Ouais. Et alors, j'ai lu quelque part un chiffre, genre quelque chose comme 20% aux États-Unis des best-sellers seraient déjà des acheteurs de best-sellers, les achèteraient en format électronique. Patrick, c'est ce que vous... Oui, c'était ce qu'il y avait aussi dans la vidéo d'introduction. Ouais. Entre 20 et 25% de certains best-sellers sont déjà en format purement électronique. Ce qui n'est pas super rassurant dans la mesure où ça risque quand même de concentrer une fois plus le marché sur les best-sellers, non? Antoine Gallimard. Oui, justement, c'est un de nos soucis. Justement, c'est que tout ce marché, notamment par rapport à l'organisation et par rapport, peut-être que je vais un petit peu rapidement, mais par rapport à tout le marché actuel, si le marché ne vit que sur un système de publicité et non pas sur le système de droit d'auteur, ça ne fera que renforcer cet entonnoir. Bon, très bien. Vous me donnez une transition en béton armé pour parler avec Santiago de la Mora, qui est donc responsable des partenariats print chez Google. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aimerais bien que vous nous rappeliez d'abord un petit peu quelle est la genèse du projet. Alors le projet s'appelle aujourd'hui Google Books ou Google Livres. Il s'est appelé Google Book Search, enfin peu importe. C'est un projet qui est né en 2004. Aujourd'hui, je crois que vous avez numérisé 15 millions d'ouvrages, c'est ça? Vous pouvez nous rappeler la genèse de tout ça? Oui, effectivement. En fait, ça a commencé en octobre 2004. Donc on fait 6 ans d'existence. Et les grands chiffres, c'est... Excusez-moi, je suis francophile plus que francophone. Mais on apprécie tout à fait votre... Et donc, on a numérisé plus de 15 millions de titres jusqu'à présent dans plus de 100 langues. Et Google Livres, ou Google Books selon les pays, est disponible dans 125 pays. Donc, au niveau... voilà, ça, c'est les grands chiffres. Donc, en ce qui concerne Google Livres, nous voyons deux problématiques. La première, c'est la découverte des livres et après l'accès aux livres. Pourquoi avons-nous lancé ce projet-là? Parce que nous nous rendons compte que nos utilisateurs recherchent de plus en plus de livres et il fallait trouver un moyen de vraiment connecter chaque livre avec chaque utilisateur, son lectorat naturel, où qu'il soit, et quel que soit le livre. Donc, jusqu'à présent, à travers nos partenariats avec les éditeurs, dont je peux citer le chiffre, nous avons plus de 35 000 au niveau mondial, 10 000 en Europe et en France, nous avons des partenariats aussi bien avec les éditeurs indépendants que les filiales françaises des grands groupes, et aussi, notamment, il faut insister aussi, sur les partenariats avec les publics, c'est-à-dire les maisons de sciences de l'homme, des universitaires, les presses universitaires et autres. Donc vous voyez, il y a vraiment une gamme de partenariats, et aussi avec des partenariats avec des bibliothèques, dont 40 au niveau mondial, plus de 40, 10 en Europe, et dont une pas loin d'ici, à Lyon. Et donc le principe, quel est-il? Il faut d'abord aider à la promotion du livre papier, mais à travers l'Internet. Donc nous croyons que l'Internet peut être un très bon outil de découverte de livres papier. Et d'ailleurs, nous renvoyons vers les libraires aussi bien sur Internet que
les libraires physiques de proximité, parce que nous croyons qu'en fait... On va y venir quand on va parler de Google Edition. Non, ça c'est en fait, excusez-moi, je vous okay, interromps. Non, mais je ça c'est aujourd'hui, le concept c'est feuilleter, trouver le livre sur Internet, le feuilleter, avoir un aperçu et pouvoir en commander un à travers des libraires, nos partenaires libraires de par le monde, soit sur Internet, soit vous tapez votre adresse et on vous propose des libraires dans votre proximité. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Très bien. Mais au départ, moi j'ai envie de vous demander quand même quelle était la vision des fondateurs de Larry Page et Sergey Brin lorsqu'ils ont décidé en octobre 2004 ce projet. Est-ce que c'était comme le fait de temps en temps Google sur certains de ses business, un shot in the dark, c'est-à-dire que vous lancez un truc et puis vous savez que vous avez les moyens de le faire et puis vous lancez et puis advienne que pourra, on verra le moment venu, vidi vitur infra. Ou bien est-ce qu'il y avait déjà un business model par rapport à ça et quel est-il? Parce que c'est vraiment la grande question, elle est quand même légitime de la part de tous les éditeurs et les acteurs de la filière livre, c'est comment vous allez faire de l'argent avec ça, compte tenu de l'investissement que vous consentez dans cette opération. En fait, il faut souligner le fait que l'intérêt que nous portons vers les livres date d'avant Google. En fait, Larry, notamment, mais Sergey aussi, voulait vraiment lancer une idée d'un moteur de recherche pour les livres. En fait, ça s'avère qu'ils ont trouvé que organiser l'Internet était peut-être plus facile qu'organiser le monde des livres, notamment dans la mesure où il y a 130 millions de livres qu'on a répertoriés, donc ça fait beaucoup. Mais en 2004, on a lancé le projet parce que nous voulons satisfaire nos utilisateurs en améliorant notre recherche, notre moteur de recherche. Il ne devrait pas se limiter au site Internet. Okay. Ça, vous avez été très clair là-dessus. Ma question est très simple, c'est comment allez-vous gagner de l'argent avec ça? En fait, notre préoccupation pour l'instant, c'est si ça améliore la recherche et ça satisfait les utilisateurs, c'est un pas suffisant. Dans l'avenir, dans le futur proche, nous allons décliner Google Livres pas seulement dans la découverte des livres, mais pour faciliter l'accès de façon électronique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos partenaires éditeurs nous disent vous avez trouvé de l'intérêt des lecteurs de par le monde, ça serait intéressant pour nous, et aussi pour nos utilisateurs, de pouvoir avoir le choix de commander un livre soit en format papier, soit en format électronique. Il faut toujours chercher la complémentarité et le choix. Et concrètement, vous allez plutôt rentrer dans la chaîne de commerce de livres, ou vous allez plutôt rester sur votre cœur de métier qui consiste à coller de la publicité à des contenus textuels? En fait, notre vision, c'est qu'il faut chercher plutôt dans Google une plateforme, disons un partenaire électronique. Pourquoi? Dans la mesure où nous travaillons déjà avec des libraires pour l'aperçu des livres, sur leur site aussi bien que sur Google, et c'est décliner cet aspect aperçu à un aspect d'achat de livres numériques. Donc notre vision, c'est qu'il ne faut pas que les libraires, soit physiques, soit sur Internet, ratent le virage numérique. Ça serait dommage pour toute la filière. Donc nous nous posons comme en fait un partenaire avec un système ouvert qui aurait des partenariats de ce genre. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le projet Google Edition? Vous avez fait une annonce à Francfort, oui. Ça reste très flou pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des dates de lancement, des dates de déploiement pays par pays? Comment ça se passe, et notamment en France? Oui, en fait, Google Edition, c'est le pas suivant dans la mesure où pouvoir avoir un accès payant aux livres dans le nuage numérique. Donc, en fait, comme on parlait justement de support, est-ce que ça va être à travers des liseuses? Est-ce que ça va être à travers des tablettes? Est-ce qu'il ne faut pas non plus négliger les téléphones portables? Parce que de plus en plus, les smartphones, excusez-moi l'anglicisme, sont assez pratiques. Ou peut-être que ça se dit en français, je ne sais pas. On dit smartphone, je vous rassure, pas de problème. Et donc, nous, on se positionne comme agnostique par rapport au support. Donc, on crée un système
Donc le livre est possible d'accéder à celui-ci à travers n'importe quelle plateforme. Okay. Attendez, voilà. Non, mais okay, j'entends bien votre truc. Je voudrais simplement qu'on soit très concret. Oui. Deux points de vue, je suis utilisateur de livres, c'est-à-dire j'achète des livres numériques, ce que je fais personnellement à un rythme assez soutenu pour mon iPad. Comment j'interagis avec Google? Je veux dire, qu'est-ce que Google me propose? Est-ce qu'il me propose des livres en téléchargement comme le fait l'iBook Store d'Apple, comme le fait Amazon? Comment ça se passe d'un point de vue? Et puis alors j'aurais la même question, pardonnez-moi, c'est vous qui auriez dû la poser, mais pour l'éditeur, voilà, parce que vous vous adresserez après aux éditeurs. Donc nous, on croit plus qu'au téléchargement, à l'accès sur Internet. Je vous donne en fait, pour simplifier, le concept de Gmail. Le concept de webmail. C'est vous accédez au courriel sur Internet et vous ne les téléchargez pas. Vous avez acheté un droit en quelque sorte. Vous ferez une transaction. Vous pourriez éventuellement le télécharger, mais on croit que ça serait plus pratique pour vous, plus pratique d'accéder à ces livres, par exemple chez vous à travers un ordinateur, dans le métro à travers un portable, à la maison sur une tablette, etc. Vous partez quand même du postulat qu'il y aura un broadband, enfin un accès à très haut débit disponible universellement partout, y compris dans le métro parisien et dans les bus avignonnais, ce qui est quand même... Non, on ne part pas sur ce principe. En fait, s'il y a une connexion Internet, ça sera comme ça, mais on a un système qui s'appelle offline, où vous ne devrez pas nécessairement avoir accès. On téléchargera quand même un petit peu le truc. Et comment vous vous positionnerez par rapport à Amazon et à Apple, En fait, nous considérons que plus il y a d'intervenants, mieux c'est, et nous comptons en fait travailler avec les libraires aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir accès aux livres numériques aussi. Donc, et par exemple, nous comptons qu'il y ait une application sur un iPad, par exemple, ou sur un iPhone, pour pouvoir accéder aux livres numériques. Antoine, allez-y. Excusez-moi, non, mais attends, je ne voudrais pas être le petit Gaulois contre l'empire Google, mais je voudrais rappeler juste 2-3 petites choses. Google devait mettre effectivement en route ce programme édition. Vous l'avez retardé. Et pas seulement pour des raisons techniques, et pas financières évidemment. Je crois que cette numérisation globale vous a coûté plus de 300 millions de dollars, choses comme ça. Enfin, vous pouvez nous le dire. Je sais que Google, de toute façon, est une énorme entreprise. C'est une vraie question. Combien vous avez investi dans tout ça? Je dirais 300-400 millions. Enfin, chez Google, c'est toujours les chiffres. Non, je voudrais qu'ils disent qu'ils ne veulent pas nous le dire. Non, je plaisante. Non. Mais sérieusement, vous avez un chiffre, un ordre de grandeur à nous donner? Ça intéresse tout le monde. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir accès à plus de 15 millions de livres. Voilà, oui, c'est ce que je vous disais. Mais bon, on croit que c'est une entreprise énorme qui fait un chiffre d'affaires, je crois, de l'ordre de... Combien votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Entre 25 et 30 milliards. 30 milliards et un résultat. Ils font 34% de marge. C'est une belle affaire, on est d'accord. C'est une très belle affaire. Une affaire magnifique. Et donc, ce programme est en retard pour des raisons juridiques. Vous avez rencontré des problèmes aux États-Unis. Actuellement, vous avez trouvé un accord avec les auteurs et les éditeurs, mais cet accord doit être approuvé par le juge américain. Et en France, nous sommes en procès, vous êtes actuellement en procès avec les éditions Le Seuil La Martinière et avec le syndicat national de l'édition, n'est-ce pas? Donc nous, en France, en première instance, il y a eu un jugement qui vous a donné tort, et là, actuellement, nous sommes en appel et on devrait avoir un arrêt bientôt. Et pour 2 raisons, je le rappelle, pour ici les membres de ce forum, pour non-respect des droits d'auteur. Alors, c'est un thème très important, parce que vous avez considéré qu'effectivement, vous pouviez numériser tous ces livres pour les mettre à disposition du plus grand nombre au nom du fair use, n'est-ce pas? Il faut rappeler un tout petit peu ce que c'est le fair use. Non, vous l'avez fait au nom du fair use, et nous considérons, en France, en France, on roule à droite, on ne peut pas rouler à gauche. Et là, là, vous avez roulé à gauche, c'est-à-dire à la fois en numérisant des ouvrages, en les indexant,
nous, on considère que ces éléments-là, la numérisation, l'indexation, le fichage, sont des propriétés de l'éditeur. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est très important en France, c'est le droit moral. Et le fait qu'à travers ce qu'on appelle, ce que vous faites, les snippets, hein, pardon, ah oui, merci. À travers la représentation par fragments déchirés de l'œuvre, ce qu'on appelle les snippets, c'est une violation du droit moral. Et en France, et pas seulement en France, hein, on est très attaché justement à ce droit moral qui pour moi est un élément fondamental de la création. Donc là-dessus, on n'a pas été d'accord. Et on attend justement que Google, qui est un formidable outil de recherche, un moteur extraordinaire, puisse comprendre que nos bases et nos lois. Nous travaillons avec d'autres moteurs de recherche, nous travaillons avec d'autres fournisseurs d'accès. Je veux dire, on est en relation, il ne faut pas croire que les éditeurs, justement, c'est très bien montré cette étude, les éditeurs sont tout à fait d'accord pour travailler dans l'ère du numérique. On a des accords avec Apple, on est prêt à travailler avec Orange, on est prêt à travailler avec Sony. Moi-même, j'ai une collection d'ouvrages classiques et j'ai cédé ces ouvrages à une grande entreprise de construction de jeux, mais tous, ils respectent le droit d'auteur. Avant de vous laisser répondre, je voudrais juste, parce qu'en préparant ce débat, j'ai discuté avec tout le monde, avec vous et avec les éditeurs, et notamment avec Alain Cook, qui est le président directeur général d'Editis. Est-ce que vous voulez vraiment en 20 secondes rajouter quelque chose à ce que vient de dire Antoine, et on laissera après Santiago répondre? Oui, d'abord, revenir sur le fait que nous, on n'a pas de doute. Il n'y a pas de question, est-ce qu'on aime le numérique, est-ce qu'on ne l'aime pas, pour deux raisons. La première, c'est qu'un éditeur, il doit, et c'est son premier métier, c'est de mettre en avant les auteurs. Je voudrais tout de suite intervenir. Depuis hier, on parle de contenu, de content, c'est extraordinaire. Mais dans l'édition, il faut dire que le contenu, ce sont des milliers d'auteurs. Et que notre premier métier, bien évidemment, si nous pouvons leur offrir la diffusion la plus large, d'accord. Peu importe. C'est une certitude, donc on ne doute pas de ça. Cause entendue. Okay. Le deuxième point, on ne doute pas non plus que nos lecteurs, qui sont les acheteurs, sont aujourd'hui pluriels. Donc on n'a pas de doute sur ce problème-là. Il n'y a pas d'incertitude, est-ce qu'on va le faire, on va le faire. C'est les conditions dans lesquelles on va le faire. Alors, vous avez évoqué, effectivement, je vais être peut-être un peu plus direct qu'Antoine, dès l'instant où on a les auteurs, c'est pour ça que j'essaie, s'il y a un droit, il y a des droits d'auteur, il y a des rémunérations, on ne peut pas, par des artifices, numériser sans l'autorisation. Ça s'appelle du piratage. Ok. Donc, le deuxième point, ce sont les conditions économiques. Vous avez posé la question, c'est que dans l'équilibre de cette chaîne, il faut que les nouveaux profits qui sont tirés de cette éventuelle diffusion puissent profiter à tout le monde. Et là encore, on est loin de pouvoir satisfaire ces conditions. Donc, aujourd'hui, on est tout à fait ouvert à trouver des solutions. On vient de signer avec la FNAC un accord où tous les éditeurs en France y sont. Donc on n'a rien contre ce système-là. Simplement, c'est d'une telle simplicité, respectons le droit d'auteur, rémunérons le droit d'auteur. Ce que vous reprochez en gros à Google, c'est de le faire un peu à la hussarde et de numériser un peu à la sauvage. La hussarde, c'est eux qui prennent la responsabilité. On ne peut pas accepter que les œuvres de nos auteurs, c'est ça la création. On n'a pas des contenus. Parce que quand on dit contenu, on a pas quelque chose d'abstrait qu'on peut vendre comme ça. Ce sont des personnes. Il faut rappeler que dans l'édition, on est un métier d'artisan de prototype. Les best-sellers ne représentent, les 25 premières ventes en France ne représentent que 5% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire 95%, et on publie 60 000 titres par an. Donc on doit défendre ces auteurs et leur trouver la diffusion. On ne peut pas, par des artifices, en particulier quand c'est dans des bibliothèques, retrouver la numérisation de leurs œuvres sans avoir rémunéré ou avoir l'autorisation des ayants droit. Ce n'est pas possible. Santiago, les droits, les autorisations, est-ce que vous numérisez à la sauvage? Il faut pas non plus essayer de tomber dans un résumé trop condensé de la réalité, dans la mesure où le lancement de Google Editions, c'est pas du tout retardé pour des questions juridiques. Le Google Editions, ça vient d'un partenariat avec plus de 35 000 éditeurs qui ont décidé avec nous de dire le feuilletage c'est bien, la vente sur Internet c'est encore mieux. Et c'est pourquoi ça s'est retardé, parce que c'est pas facile de construire un système ouvert, c'est bien plus facile de construire un système fermé
avec des supports limités d'accès. Nous, notre vision, elle est bien plus large, travailler avec des libraires, travailler avec des multiformats, multisupports. Donc, voilà la raison de Google Editions. L'aspect Google Editions. Voilà. Enfin, il faut quand même l'adhésion des grands éditeurs américains. Bien sûr, et on en a tous. Ils sont tous. Vous les ayez tous. Tous. Ils sont tous. pas là, mais... Ils sont pas là. Ils sont bien avancés aux États-Unis. Mais je vous assure, prochainement, quand je vous dis par rapport au lancement, vous allez voir aux États-Unis, je peux vous dire qu'il y aura tous les grands. Mais l'important, c'est pas qu'il y ait tous les grands, parce qu'ils y seront. L'important, c'est justement, comme M. Cook disait, c'est que les petits y soient aussi, que les auteurs moins connus aient une plateforme où ils puissent être trouvés, acheter et bénéficier de leur travail. Nous avons une statistique très intéressante, c'est 80% des livres dans le programme partenaire sont consultés au moins une fois par mois. On parle de millions de livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est justement le problème avec une librairie... 80% des 15 millions que vous avez numérisés. Des programmes partenaires, ceux qui sont en circulation. Vous comprenez que pour un livre dans le domaine public, ce chiffre sera un peu plus bas. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est quand même, pour ces livres dans le domaine public... Et là, pardon, moi je suis très chiffre. Plus de 2 millions. Ok, voilà, c'est ça, 2 millions. Donc, voilà, donc c'est vraiment important dans la mesure où... Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, avec votre système, vous offrez un accès parfait à ce qu'on appelle la long tail, la longue traîne, c'est ça votre... Moi, j'ai pas dit parfait, j'ai dit... Non, je dis parfait, je dis pas ça en... J'ai dit seulement un moyen pour que les auteurs et les éditeurs, soit de best-sellers, soit de niche, puissent être découverts par des internautes, où qu'ils soient. Alors, la question des droits, c'est une question vraiment très simple. Est-ce que vous numérisez uniquement les droits, les livres auxquels on vous a concédé les droits au jour d'aujourd'hui? C'est une question super simple. Oui, il faut différencier que nous respectons la loi ou les lois en fonction les lois du pays en fonction des pays où on opère. Aux États-Unis, notamment, on a effectivement le fair use. Donc il faut bien distinguer sur le fait de numérisation et accès. Il ne faut pas confondre non plus dans la mesure où... On va y venir, mais ma question c'est les droits. Typiquement, un livre français édité chez Gallimard qui va être disponible dans une bibliothèque américaine avec laquelle vous allez avoir un accord. Vous allez numériser ce livre, comme vous allez numériser la totalité du fonds, mais les droits vont quand même rester attachés à Gallimard. Concrètement, est-ce que vous numérisez quand même ce livre? Bien sûr que nous respectons les droits, soit en France, soit aux États-Unis. L'important, c'est justement que ces livres... Quelle est la réalité aujourd'hui? C'est seulement 5% des livres publiés, depuis Gutenberg, vous avez cité, il y en a 130 millions, on estime que 5% de ces livres sont encore en circulation. Donc ça veut dire que 70%, 75% des livres sont épuisés. Quelle est la réalité avec un livre épuisé? C'est que ni l'auteur ni l'éditeur peut gagner de l'argent. Nous pensons que par Internet... Et puis, personne ne peut le voir accessoirement. Exactement, exactement. Et donc nous pensons que Internet peut offrir un outil de découverte des livres et éventuellement, soit avec l'accord de règlement aux États-Unis, soit avec Google Editions pour l'étranger, avoir un moyen de monétiser, si je puis dire. Pardon, excusez-moi, l'un ou l'autre, Alain? Je pense qu'on va dire la même chose. Mais, bon, Alain, allez-y. Si vous voulez, c'est difficile d'entendre ce que vous venez de dire, que finalement, dès l'instant où vous pensez qu'on n'utilise pas les œuvres, vous voulez les numériser sans autorisation et que ça représente 5%. Le droit de propriété, le droit moral, ça ne s'analyse pas en pourcentage. Si je vous prends votre portefeuille et simplement je dis tu me le laisses parce que je ne l'utilise pas, vous ne serez pas d'accord. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se contenter. On ne peut pas se contenter de dire c'est pas grave, il n'y a que 5%. Non, mais il faut être clair, c'est pas possible. Ouais, en même temps, il y a la question de l'accès. Qu'est-ce que vous préférez, vous, concrètement? Avoir 95% des livres qui dorment totalement inaccessibles, etc. ou qu'ils soient accessibles dans des conditions discutables, le fair use, etc. Moi, personnellement, en tant qu'utilisateur, mon choix est fait. Je préfère avoir un accès avec le fair use. Dans la vie, que ce soit celle des affaires, il faut quand même avoir des principes. Bon, aujourd'hui, si nous ne protégeons pas nos auteurs et que nous ne pouvons pas les rémunérer parce que leurs œuvres,
notre modèle aujourd'hui ne perdurera pas sur ce point-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a le pluralisme aujourd'hui dans les offres. L'étude le montrait très rapidement, de mois en mois, il y a des offres alternatives qui se font, des gens qui respectent le droit d'auteur. Donc on a aussi des solutions. Et Google, c'est une formidable, aujourd'hui, opportunité pour notre métier. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser la question à l'envers, c'est de dire, bon, Google a fait un modèle, des fois on peut évoluer dans la vie. Vous dites respecter les lois dans chacun des pays. Qu'est-ce que ça coûte à Google aujourd'hui? Surtout, c'est que sur 5%, de respecter ce droit d'auteur. Et le développement se passera plus vite. Antoine, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, tout à l'heure, je parlais, parce que je voulais en venir là, en fait, donc, de chiffre d'affaires de Google, c'est formidable résultat. Je veux dire, et Google nous dit, voilà, c'est pour ouvrir, et on ne doute pas, au plus grand nombre l'accès au maximum d'ouvrages. Mais c'est aussi pour Google une façon de monnayer, n'est-ce pas, un volume extrêmement important et de rentabiliser ses affaires à travers de la publicité, à travers les mots-clés. À partir du moment où on voit comme que le système Google est basé sur les AdWords, sur le fait que voilà, il y a des mots-clés qui sont monnayés le plus cher possible et que donc, si je tape par exemple, je sais pas, Paris, tourisme, voilà, et que je n'ai pas pu acheter les mots-clés, je sais que mon guide ne sera pas répertorié. Donc je veux dire, quelque part, je veux dire, entre les très bonnes déclarations et une réalité, il y a quand même un fossé important. J'ai une question très simple à vous deux, les représentants de l'édition française. Quel serait l'accord en quelques points que vous souhaiteriez avoir avec Google qui vous satisferait? Moi, je dirais, je trouve que c'est très bien de poser la question parce qu'il ne s'agit pas en une seconde de diaboliser Google. C'est pour ça qu'on a posé la question. Dès le départ, pourquoi ne pas travailler avec Google à partir du moment où il respecte à la fois les lois du pays, qu'il n'y a pas, voilà, que quand on est dans un pays, là, le colonialisme est fini, on doit respecter les lois du pays. Et surtout, nous, la France est très attachée, c'était vraiment très important, au droit d'auteur et au droit moral. Alors justement, je voudrais juste finir en disant que ce qui est important, c'est de travailler en commun, de ne pas dire, voilà, je sais que mon prédécesseur Serge Hérol, une fois, avait reçu les gens de Google, dit, bah, écoutez, nous, on impose nos règles et on ne veut pas savoir autre chose. Je suis étonné d'ailleurs qu'il ait pu dire ça, c'est transcrit dans nos registres. Je veux dire, voilà, donc on attend de voir que Google comprenne. Je veux dire, quand il y a ces robots qui, en aveugle, sont dans les allées pour nourrir ce nuage numérique, quand il y a des accords secrets, mais heureusement la France est bien faite et permet de connaître ces accords secrets avec la bibliothèque de Lyon. Apparemment, ils sont beaucoup plus publics, parce que j'ai investigué, ils sont apparemment beaucoup plus publics qu'on ne le dit, les accords que fait Google. Oui, mais enfin, en ayant demandé... Il suffit d'aller sur Google. En ayant demandé ce qu'étaient ces rapports, qu'on a appris qu'il y avait quand même une exclusivité commerciale. Elle a été demandée par la Bibliothèque de Lyon. L'exclusivité commerciale, elle a été demandée par la Bibliothèque de Lyon. C'est une négociation. Je sais bien, mais je veux dire, là pour le coup, la diabolisation n'est pas... Il faut se méfier de toute diabolisation. Non, je me demande quand même, à vous entendre tous les trois, s'il n'y a pas quelque chose d'irréconciliable en matière de droit fondamental, avec d'un côté une espèce de droit strictement contractuel qui serait un droit anglo-saxon, c'est-à-dire j'ai un contrat avec un auteur, etc., et puis une autre notion française, européenne, enfin même au-delà, qui est le droit moral. Est-ce qu'il y a quand même un moyen de réconcilier un petit peu ces deux-là, ou est-ce qu'on va rester sur cet énorme antagonisme? Écoutez, moi j'arrive à travailler avec des éditeurs américains, et ça se passe très bien. On a vendu des millions de livres d'une collection qui s'appelle Première Découverte. Il n'y a aucun problème. On travaille. Il suffit simplement de reconnaître la loi du pays. Ce qui est important, c'est effectivement que l'échelle des valeurs soit respectée et qu'il n'y ait pas cette transformation vers uniquement les fournisseurs d'accès. Vous disiez que vous aviez je voudrais vous poser une question. Vous disiez que vous teniez à mettre les libraires dans la filière, et ça je vous remercie pour eux parce que c'est très important. Qu'ils ne soient pas les perdants dans cette grande histoire du numérique. Mais comment vous allez faire? Parce que quand même, bon, vous avez un moteur de recherche extraordinaire. Et si vous avez sur une petite fenêtre, je ne sais pas, une telle librairie française, je ne vais pas donner un nom, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura au moins un double clic? Vous ne croyez pas que dans l'affiliation des libraires, justement, ça soit un peu une fausse fenêtre, que le consommateur ira directement soit acquérir le livre sans passer... Quelle garantie vous donnez aux libraires, effectivement? En fait, je voulais justement insister sur le fait que nous, on est fondé sur les partenariats. Vous avez dit nos annonceurs,
On a des millions d'annonceurs. Et dans l'aspect Google Livres, on travaille avec plus de 35 000 éditeurs et plus de 40 bibliothèques. Donc, fondamentalement, on est basé sur le partenariat. En particulier sur les libraires, aujourd'hui, on travaille avec des centaines, voire des milliers de libraires de par le monde, en leur proposant un aperçu pour les utilisateurs qui arrivent sur leur site. Parce que si nous partageons en fait beaucoup de choses ici, en fait nous partageons l'importance sur la numérisation, l'importance sur la diffusion sur Internet, l'importance sur l'accès à la culture, tout ça nous rapproche. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous que si un utilisateur, un lecteur potentiel, un acheteur potentiel peut feuilleter un livre, soit en partie, soit en totalité dans une librairie physique, ça augmente la possibilité d'acheter... ça apparemment, pour vous, c'est totalement inacceptable, les éditeurs français, la possibilité de feuilleter le livre au nom du fair use ou du snippets. Non, il ne faut pas confondre le snippet et le programme partenaire. Le programme partenaire, c'est un éditeur qui nous a donné la permission de permettre le feuilletage. Mais bon, pour revenir aux libraires, parce que je n'ai pas répondu à votre question, c'est aujourd'hui, nous pensons qu'il ne faut pas qu'ils viennent nécessairement par Google. Nous pensons qu'en fait, nous voulons que les livres soient achetés soit à travers de Google, mais surtout, en fait, on veut que les libraires, par exemple, leur site aient accès à non seulement les livres qu'ils ont aujourd'hui, mais imaginez un monde où vous auriez accès à des centaines de milliers de livres en anglais, allemand, espagnol, français, tout ça sur leur site. Et vice-versa, les livres français qui puissent être distribués par des libraires produits de la francophonie. Donc, voilà la vision. Nous, on se positionne comme partenaire technologique pour qu'ils puissent avoir accès à ça. OK.